Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Bulletin sportif. Une édition assez spéciale parce qu'il y a une seule chronique, celle de l'invité de la semaine. Et tout un invité, celui-là, le carrière étoile des Redbirds de McGill, Éloi Latendresse Régimbal. Grosse discussion pendant 1 heure de temps. On jase avec. On aurait pu en prendre pour une autre heure. On avait pas mal de choses à se raconter, même en fermant le micro. Bref, je vous souhaite d'apprécier autant l'entrevue que moi j'ai eu à la faire, mais franchement, on va se reprendre éventuellement avec lui, mais très intéressant d'entendre ce qu'il a raconté sur son parcours jusqu'à maintenant, mais aussi là, ce qu'il entrevoit pour ce qui s'en vient. Étant donné que les Redbirds ont eu toute une entre-saison avec un recrutement très intéressant, mais c'est aussi une saison 2024 fort intéressante, très prometteuse des changements qui ont eu lieu dans le programme des Redbirds de McGill. Donc, on parle de tout ça avec Éloi Latendresse Régimbal. Avant ça, bien évidemment, petit tour de l'actualité, parce qu'il y a encore du sport qui se joue, notamment du hockey. Bon, évidemment, en temps normal, vous allez me dire, vous auriez eu des chroniques de hockey. On les laisse passer la semaine prochaine, on vous en parle. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas joué. Chez les femmes, on est en finale, on est en grande finale. Limoilou qui a pris les devants 2-0 dans sa série 3-5 face à Champlain-Lennoxville. 2 victoires de 4-1. Donc, l'équipe de Pascal Dufresne qui est en mission. Franchement, on les savait. En tout cas, je les voyais favorites au point de gagner les 2 premiers matchs 4-1 comme ça. Ça va être à voir parce que c'est loin d'être terminé quand même. Champlain-Lennoxville n'est pas une mauvaise équipe du tout. Donc, les choses pourraient tourner de bord assez rapidement. Mais les coureurs sont déjà au pied du mur. Ça va être à suivre. Chez les gars, problème technique, pas d'électricité à Sorel, qui a fait que la demi-finale, une des 2 demi-finales, il n'y a pas eu de match qui a été joué du tout. L'autre, c'est entre St. Lawrence et Alma. St. Lawrence a gagné le premier match 3-2. David Larrivée avec un but en 3e période qui a donné la victoire au Lions. Tandis que dans le 2e match, Philippe Côté a, avec 3 buts, un tour du chapeau, permis à Alma de créer l'égalité 1-1 dans la série, une victoire de 3-1. Alors, c'est 1-1, comme je vous disais, dans la série. 5 fois contre Sorel-Tracy. Ça se joue mardi soir. Donc, au moment où on enregistre, ce n'est pas joué. Peut-être qu'au moment où vous l'écoutez, ça aura été fait. Ça va être à suivre pour ça. Après ça, on va reprendre les hostilités à partir de vendredi. Alors, c'est ce que ça donne de ce côté. En fin de semaine, on avait également les championnats provinciaux de basketball collégiaux D2. Chez les femmes, ce sont les Lions de Champlain Saint-Laurent qui l'ont emporté, je dirais, ma foi, assez aisément, des victoires par 24, 36 et 20 points. Elles ont donc terminé avec l'or au cou. Face à Chicoutimi en grande finale, Chicoutimi qui termine donc 2e et Sherbrooke qui l'a emporté pour le match de médaille de bronze contre Montmorency. Elles ont pris leur revanche d'ailleurs parce qu'en quart de finale, Montmorency les avait battus, mais via la consolation. Sherbrooke a fait son bonhomme de chemin avant d'aller vaincre Montmorency. Donc, pour aller chercher la médaille de bronze, comme je le disais. Chez les hommes, on avait une finale entre Dawson et Héritage. Une finale extrêmement serrée. Ça se finit 81-79 pour Dawson. Mais franchement, là, ça s'est joué jusque dans les toutes dernières secondes, ce match-là. Et 3e position, c'est Sherbrooke. Sherbrooke aussi, chez les hommes comme chez les femmes, en 3e position de victoire en prolongation contre Lennoxville. Alors, voilà, c'est ce que ça donne au niveau des actualités dans le sport étudiant en fin de semaine dernière. Avant de vous envoyer voir ce que notre ami Éloi Latendresse Régimbal a raconté, j'ai une petite anecdote pour vous. Je vous raconte ça comme ça. Il y a un gars qui, comme ça, là, en tout cas, une anecdote pour vous montrer qu'il y en a qui se tirent dans le pied des fois. Il y a un gars comme ça qui organise des camps et qui, comme ça, invite des jeunes à participer à ces camps. Dit, voici ça, pour 100 $ tu peux venir à mon camp. Voilà. Fait que, mais il invite directement des jeunes qui sont des mineurs, 13, 14, 15 ans, l'âge exact, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est dans les alentours de ça. Invite les jeunes. Évidemment, il y a, et c'est des jeunes qui jouent déjà à ce sport-là au niveau civil, donc sont convoqués, invités à participer à un camp pour la modique somme de 100 $ qui est très correct. Là, ça, en soi, ce n'est pas un enjeu. Mais
les parents, évidemment, avant de dire oui à ça, posent des questions et la personne en référence à qui ont en référence pour poser les questions, c'est le responsable de ce sport-là dans leur coin. Le monsieur en question qui est responsable de son programme sportif dans sa ville contacte l'organisateur du camp pour lui dire: écoute, j'aimerais ça savoir, j'ai plein de parents qui viennent me voir et qui me disent que leur enfant est invité. J'aimerais ça savoir c'est quoi ton camp, le 100 $ correspond à quoi, qu'est-ce que ça donne. Je voudrais pouvoir leur répondre. Et le plouc organisateur de camp, ça, il prend la lettre qui s'est fait envoyer, le courriel, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis capable de vous dire que c'est ça qu'il a dit dans le courriel. Il prend le courriel, le met sur les réseaux sociaux et par-dessus ça, lui explique en anglais, même si c'est fait adressé en français, il lui explique en anglais parce que c'est plus big, là, ça donne du prestige, qu'il allait professionnellement le remettre à sa place. Là, je ne sais pas pourquoi il a besoin de le remettre à sa place. Tout ce qu'il dit, c'est: je peux-tu avoir de l'information sur ton camp pour que je puisse donner des explications aux parents qui me posent des questions à moi à propos de ton camp. Et le gars se met à ramasser complètement le responsable du sport là-bas en disant que ce gars-là, il ne veut pas travailler pour les enfants, il ne veut pas les aider, il ne veut rien savoir. Et il se met à le ramasser. Puis évidemment, les petits amis de l'organisateur de camp disent: ouais, c'est écœurant, tu te fais niaiser, tu reçois du hate, c'est pas drôle. Et là, le gars, évidemment, le responsable de l'équipe sportive, répond en disant: écoute, moi, j'aurais pu te faire un lien avec les jeunes, j'aurais pu t'envoyer plein de jeunes. Je connais tellement rien dans mon sport que ça fait 30 ans que je suis responsable de ce programme sportif-là, mais sûrement que je n'aurais pas pu t'aider. Mais évidemment, le plouc en question est tellement connaissant, il sait tellement comment ça marche que lui, non seulement il trouve que les organisations sportives dans son sport sont toutes minables au Québec, que lui, il faut qu'il arrange ça, tellement qu'il peut en plus se permettre d'envoyer paître quelqu'un qui voulait l'aider en répondant correctement aux questions de parents, alors que tout ce qu'il aurait pu faire, c'est: ben écoute, appelle le gars qui a organisé ça. Non! Lui-même prend le temps de contacter l'organisateur pour dire: hey, je peux peut-être t'aider en répondant aux questions des parents qui me sont adressées. Et si tu m'avais donné des bonnes réponses, peut-être que j'aurais pu avoir le goût d'envoyer tous mes jeunes à ton camp. Mais non, tu as décidé de l'envoyer chier publiquement au lieu d'y répondre directement. Et peut-être qu'on va s'entendre, tu avais mal compris les intentions du gars, mais c'est sûr que si tu pars du principe que tout le monde a des mauvaises intentions contre tout ce que tu fais, c'est sûr que même les gentils, tu penses que c'est des pas fins. Je vais arrêter l'anecdote là parce qu'elle s'est quand même poursuivie. Ah non, je ne l'arrête pas, je la continue. Moi, j'écris au gars en question, mais en privé, à l'organisateur du camp. J'ai dit: mais pourquoi tu as répondu comme ça? Le gars, il voulait juste t'aider. Et l'organisateur du camp, ce qu'il fait, c'est qu'il me répond: mêle-toi pas de ça. OK. Je dis: est-ce que ça va bien dans ta vie? Parce que, tu sais, il semble avoir un ton agressif un peu partout. Quelques heures plus tard, le plouc m'appelle sur mon téléphone. Il m'appelle pour me dire de fermer ma gueule, que j'ai un problème. Fait que c'est comme ça que ça marche dans certains sports. J'ai appris plus tard en écoutant comme ça des choses, parce que ça m'intéresse de savoir même les ploucs ce qu'ils ont à dire. J'aime challenger mes a priori et essayer de voir la bonne intention, la bonne foi derrière des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Et j'ai compris l'affaire. Le gars en question dit que toutes les personnes de 35 ans et plus, dans son sport, il ne veut pas travailler avec parce que ces gens-là ne comprennent rien. Ça m'en dit assez long. C'est-à-dire que si tu es capable de juste avoir des discussions, puis le gars, il doit avoir à peu près 35-40 ans. Si tu es capable d'avoir juste des discussions avec du monde, avec des jeunes, puis que tu n'es pas capable d'avoir des discussions avec du monde de ton âge à propos de ce que tu fais, puis pas pour le challenger, juste pour dire: mais pourquoi, tu sais, est-ce qu'on peut t'aider? Puis quand on a des discussions avec, évidemment, le gars pense qu'on est tous des anti-lui. Bien, évidemment, ça fait ça. Fait que bref, il m'a dit de fermer ma gueule. Je ne fermerai pas ma gueule. Ça, c'est la première chose. Je ne vais juste pas dire c'est qui, parce que ce n'est pas important. Je vais juste dire que il y en a qui ne s'aident pas,
Puis, sincèrement, c'est juste tellement triste de voir ça. Mais ça veut aussi dire, faites attention entre les mains de qui vous laissez vos enfants, même s'ils sont à 85-10% très, très, très bien intentionnés. Il reste un 10-15% qui est trop louche pour pas qu'on en parle. Alors, c'est ça. C'était mon anecdote. Faites-vous les idées que vous voulez là-dessus. Racontez-vous ce que vous voulez. À la fin, je vous dis juste que arrêtez, ou en tout cas, si vous avez l'intention de voir du mal nécessairement à chaque fois que quelqu'un vous adresse la parole, peut-être que vous avez un problème, mais garde encore là. Il y a une chose pour laquelle il avait raison par rapport à lui. C'est pas de mes affaires. Fait que qu'il s'arrange avec ses troubles, qu'il mange de là, qu'il fasse ce qu'il veut, c'est son problème. Mais je ne fermerai pas ma gueule, ça n'a pas marché. Alors, on va avoir du fun un peu. Je vous envoie à Éloi la tendresse Régimbal, un gars cool. Entrevue de la semaine, mais en fait, c'est une semaine spéciale parce qu'aujourd'hui, on a une chronique, une affaire qui se passe et on reçoit Éloi la tendresse Régimbal, carrière des Redbirds de McGill. Salut, Éloi. Bonjour, M. Malo, ça va bien? Très bien, merci. Pour ceux qui ne sont pas habitués, Éloi m'appelle toujours M. Malo, même si j'ai dit depuis à peu près 5 ans de m'appeler Philippe, mais il fait ça, fait que vivez avec. Il est très poli, très, très poli. Il refuse d'être impoli, fait que ça va être ça. Fait que donc, une première affaire réglée, ça va bien. Au moment où on se parle, on est à quelques jours du camp de printemps de McGill. Écoute, je veux parler avec toi, évidemment, de faire le tour. Je veux qu'on parle de ton parcours, de ce que ça a impliqué, mais je pense qu'on n'a pas le choix avec le camp de printemps. C'est quoi la vibe? Il y a énormément de nouveaux joueurs, mais surtout des gros noms du collégial, là, dans le fond, qui s'en vient. C'est une cohorte, disons, qu'on n'en a pas vu souvent du côté de McGill, depuis longtemps, du moins. C'est quoi la vibe? C'est quoi le sentiment, l'impression là, pour l'instant? Est-ce que tu sens quelque chose de plus excitant que d'habitude ou business as usual? Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr, c'est excitant d'avoir de nombreux joueurs qui rentrent justement du circuit Division 1, Division 2, puis out of province, puis même certains overseas, qui est absolument incroyable. Donc, c'est vraiment le fun. Je te dirais que le vibe est excellent. Les rookies, il y en a beaucoup qui s'entraînent avec nous. Ils sont rentrés à l'école en hiver. Donc, déjà, tu crées des liens avec eux, tu les vois quotidiennement, tu vois leur work ethic, puis honnêtement, j'ai juste hâte de voir ça sur le terrain de football, puis les voir en action. C'est sûr qu'en tant que recrue, tu arrives dans le système de U-Sport, tu es assez jeune, il manque un petit peu de maturité, mais reste que je pense qu'il y a quelques joueurs qui vont être capables de compete, puis de pousser le bateau, puis l'amener à l'eau pour avoir une saison bien entendu que tout le monde attend, qu'on va avoir un bon comeback, je dirais. On va en parler, on va revenir là-dessus. Écoute, parce que je veux que les gens te connaissent, les gens qui suivent le foot ont appris à te connaître, ont vu Éloi la tendresse Régimbal arriver, recrue de l'année au Canada à ton arrivée avec McGill. Là, ça fait 3 ans que tu es là. Mais toi, tu arrives de Vanier. Vous avez gagné à Vanier ta dernière saison, le Bol d'Or. Un paquet de joueurs vedettes qui étaient là, dont tu avais notamment un excellent receveur de passe qui embarquait avec toi, qui est parti à Hawaii. Au moment où tu as fait le commitment à McGill, est-ce qu'il s'en venait avec toi? Est-ce que vous aviez parlé de ça ou c'était un addon que vous arriviez en même temps? Comment ça se passait? Oh, on en avait parlé un peu quand même. Big shout-out à Nick, sérieusement. Il est en train de faire sa Nicolas, place. c'est ça, c'est Nick Sénac en passant. Ouais, excellent joueur. Un skill set qui est vraiment unique. Donc, gros shout-out à toi, Nick, si tu regardes ça. Mais ouais, non, on a fait toutes nos visites ensemble pas mal. Donc, durant ce processus-là, on se parle un petit peu de comment on voit les choses, de où on vient, nos opinions par rapport aux écoles, aux coachs, nanana. Puis, à un moment donné, la conversation est venue de McGill. Puis, il y avait déjà quelques joueurs des anciennes Vanier qui avaient commit là-bas, qui étaient prêts justement à faire le saut. Puis, comme nous, on a fait de vouloir donner un second souffle au programme. Donc, on en avait jasé. Puis, quand il a dit c'est lui le premier qui a fait le jump, il a dit, moi, je pense que ça va être ça, mon fit. Puis, tranquillement, ça trotte dans ta tête. Puis là, honnêtement, après avoir comité ici, ça a été une de mes meilleures décisions que j'aurais pu faire. Le growth que ça m'a amené, l'expérience que ça m'a amené avec les différentes
facette du monde professionnel U-Sport, avec les coachs et tout. Il y a une expérience comme ça, je crois pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu la chance de le vivre. Puis, sincèrement, je suis très, très, très reconnaissant d'avoir vécu tout ça. Ouais. Toi, tu as joué ton foot plus jeune. Ben, tu as commencé très jeune, en fait. C'est drôle, c'est un peu radon. La première fois que je t'ai vu jouer, tu étais moustique. Tu jouais contre mon gars. Et lui, il était avec Saint-Léonard. Vous étiez les deux carrières, chacun de votre barre. Vous les avez plantés solidement. Évidemment, j'avais aucune idée qui était Édouard La Tendresse Régimbal, à part qu'après ça, j'ai su que c'était toi le fameux carrière de cette équipe de Sun Youth. Bref. Ça, c'est la petite histoire qui fait que c'est un peu radon, mais après ça, moi, je me suis mis à suivre évidemment le foot et tout, le sport étudiant. Je t'ai vu arriver avec Vanier. Le choix de Vanier, là, c'était-tu une évidence pour toi à ce moment-là? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui passe de Sun Youth à Vanier. C'est comme s'il y avait un lien assez direct. C'était-tu naturel d'aller là ou tu as quand même hésité? Y a-tu bien des choix que tu avais à faire? T'avais-tu bien des options que tu envisageais à ce moment-là? Ben, clairement, comme tu as dit, le pont de Vanier, de Sun Youth à Vanier, beaucoup de joueurs qui l'ont fait. Donc, c'est un vibe qui est similaire. Puis, quand tu cherches une équipe, une nouvelle équipe pour collégiale, admettons, tu veux trouver le meilleur fit pour toi. Tu veux que ça soit quelque chose que tu es confortable avec, quelque chose que tu te vois dans le futur. Puis, honnêtement, Vanier, dans mes yeux, c'était le meilleur choix. Je ne pouvais pas go wrong avec ça. Puis je voulais étudier en anglais, apprendre à parler anglais, puis justement que ça me sert plus tard dans mes choix d'études. Donc, Vanier, ça a été un no-brainer un petit peu pour pouvoir rester à Montréal avec mes parents, étudier en anglais, puis jouer dans une des meilleures équipes dans le circuit Division 1. À l'époque, c'était coach Pete Chrysomalis qui était là, une légende du foot au Québec. Maintenant, il a quitté Vanier, il a fini par prendre sa retraite. Ça a été comment de jouer pour coach Pete? À quel point c'est un gars qui a peut-être marqué ou pas ta carrière, mais je veux dire, quel genre de coach il était, puis quel genre d'impact il peut avoir eu sur ta carrière à toi? Ah ouais, Coach Pete, ça a été vraiment un très bon coach. Lui, c'était plus le old school guy. Clairement, il vient de la vieille époque. Puis ça s'apparaissait dans sa manière de coacher, dans sa manière de s'adresser avec ses joueurs. Il y avait une certaine prestance qui avait, peu importe où il allait. Puis il y a toujours eu le respect de tout le monde, que ce soit des gens du staff, que ce soit des joueurs, que ce soit des opponents des autres équipes. Il y a toujours eu un certain respect mutuel avec Coach Pete. Puis honnêtement, moi, dès que je suis arrivé à Vanier, il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a montré le VC Way, puis à partir de là, ben, on a cliqué. C'est sûr qu'on n'a jamais eu une grosse relation. Tu es encore assez jeune en tant que joueur, puis en tant que jeune adulte, mais définitivement, on a eu plusieurs bonnes conversations qui m'ont ouvert les yeux par rapport aux décisions que j'ai prises à ce moment-là. Parce que c'est une période charnière quand même, le collégial, au sens où est-ce que c'est là que tu sépares l'élite, si on veut, de ceux qui aiment jouer au foot versus ceux qui veulent en faire quasiment un mode de vie. Là. Il y a un élément là, pendant que tu arrives au collège. Puis collégial D1, c'est une chose. Vanier, ça doit être quelque chose aussi. Tu l'as dit, c'est un gros programme. C'est un programme qui a, qui a beaucoup de lettres de noblesse. Avec eux, tu es allé chercher un bol d'or à ta dernière année avec la gang, justement, avec Nicolas, puis une gang, un paquet de bons joueurs de foot qu'il y avait là. Ça a été quoi? Ça a été comment, ça? Est-ce que c'était comment je pourrais dire, l'aboutissement de 3 grosses saisons de foot? Comment ça s'est créé, ce build-up-là, qui a amené une équipe championne comme ça? Parce que vous aviez du talent, vous avez toujours eu du talent. Ouais. La dernière année, vous étiez la meilleure équipe. Là, c'était une évidence, puis il y avait quelque chose là, qui s'était passé. Ouais, on a toujours eu du talent à Vanier, puis les coachs, ils savaient quoi faire et comment utiliser leur talent, justement. Donc, ma première année, on a perdu en finale contre Knoxville. Puis après ça, c'était la saison COVID. Donc, techniquement, j'ai eu 2 saisons collégiales. Mais ouais, on a toujours un certain talent puis des joueurs qui sont prêts à mettre leur body on the line, comme on dit, puis justement prêts à jouer au foot, peu importe les circonstances, peu importe les gars avec qui ils sont, ils étaient prêts justement à jouer au football, un typical Vanier football.
Puis l'année où on a gagné, on était vraiment stacked up de offense, defense. Il y a encore bien des gars en défense avec qui on a joué, qu'on a gagné, que je joue dans la ligue contre, Keyshawn, d'autres joueurs de UDM. Il y en a certains aussi à Sherbrooke, il y en a certains à Laval. Puis justement, c'est une fraternité que tu gardes tout le temps. C'est toujours le fun de les revoir sur le terrain, les voir shine. Puis ça a été vraiment spécial de gagner avec ces gars-là parce que justement, c'était l'année qu'on revenait de COVID. Tout le monde, il y avait la Ligue Québec, il y avait la Ligue Montréal. Donc là, juste là, ça crée une division. Puis on voulait juste, on avait faim en fait. On était en train de starve, puis il fallait trouver quelque chose pour nous remplir l'appétit. Puis la seule chose qui faisait que c'était assez, c'était le bol d'or. Donc, les gars, on a travaillé fort les 2 dernières années. Puis le fait qu'on n'ait pas eu notre deuxième saison, ça a été vraiment un coup dur en général sur le moral. Donc, on s'est tous ralliés, puis on est allé all-in. Toi, pendant ta période collégiale, je pense que évidemment, c'est un peu ça pour tout le monde, là, moins ceux vraiment qui suivent, soit des parents ou du monde ou tes coéquipiers qui t'ont suivi, qui étaient avec toi plus jeune, mais nous autres, on a appris à découvrir un carrière, pour les gens qui regardent, évidemment, tu as fait Team Québec, tu as fait, on pourrait aller là après, mais le style de jeu que tu as, est-ce que tu l'as peaufiné au collégial? De ton côté, tu es capable de courir avec le ballon, on te voit énormément courir avec le ballon, tu as un bras canon. Est-ce que Coach P t'a peaufiné, t'as-tu transformé en ce type de joueur-là? Ou je dis Coach P, mais évidemment, tu es coach de position, coordonnateur et compagnie. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé à ce niveau-là ou tu as toujours été de même, tu joues naturellement? Parce que tu as l'air d'un gars qui joue beaucoup d'instinct aussi. Comment tu as développé ça et comment ça s'est passé pendant justement que tu étais au collégial, tout ça? En fait, je pense que c'était la confiance. Donc, mon coordonnateur du temps, coach Joe Kozak, qui est rendu head coach maintenant, puis mon coach de position, Ron Aboud, que je me suis toujours entraîné avec lui. Il avait cette confiance, puis je pense qu'il voulait que je joue justement avec mon instinct, que j'utilise mon talent, que ce soit de courir, que ce soit de lancer, pour faire le meilleur du jeu, puis ensuite arriver à la victoire. Donc, je te dirais que c'est vraiment juste une question de confiance, puis de juste faire confiance autant aux coachs que les coachs doivent te faire confiance. Donc, je pense que ce serait ça le mot-clé, la confiance que ces coachs-là ont eu pour moi. Donc, je suis très reconnaissant. Fait qu'il n'y a pas des gens qui ont essayé de te mouler d'une autre façon ou t'apprendre à jouer ta position autrement. Ils t'ont laissé être qui tu voulais et te donner confiance en utilisant tes talents. Là. Ouais, c'est sûr. Être authentique sur le terrain de foot, jouer avec ton côté naturel sans justement vouloir te former dans une certaine boîte, je te dirais que c'est le meilleur outil, de juste laisser les joueurs jouer puis utiliser leur aspect, leur skill set. C'est la meilleure chose que tu peux faire sans nécessairement les forcer à devenir un certain type de joueur. Puis c'est exactement ça ce qu'ils ont fait. Visiblement, tu as réussi à bien faire là-dedans, assez pour que justement, tu as fait des grosses équipes, tu as fait l'équipe Québec, tu as fait l'équipe Canada. Raconte-moi ces expériences-là qui sont en marge de tes saisons normales, en marge tu joues avec des nouveaux coéquipiers, tu viens fitter que. C'est un. Comment je peux dire, c'est un gros setup d'étoiles, façon de parler, mais il faut quand même jouer des matchs. On s'en va pas juste pitcher des ballons puis essayer de montrer nos skills. Là. On essaie de gagner des matchs. Comment ça s'est passé pour toi, ces expériences-là? Puis est-ce que j'ai l'impression que oui, mais est-ce que tu en as profité pour te faire des contacts qui aujourd'hui t'ont servi plus tard puis qui te servent aujourd'hui, là, justement, peut-être à avoir fait certains choix? Oui, certains. Team Québec, ça a été c'est ta porte d'entrée, en fait, à Team Canada, pour commencer. Et puis, ça a été une expérience inoubliable. Je pense que c'est honnêtement une de mes meilleures expériences de football que j'ai eues dans mon parcours. Passer 2 semaines de temps avec des gars qui ont le vouloir de jouer au football puis qui font juste ça pendant 2 semaines, ça crée des liens qui sont vraiment forts. Puis justement, tu parles de networking. Il y a plein de gars, encore une fois, que j'ai joué contre, je joue avec aujourd'hui. Puis il y en a certains dans le circuit de la NCAA qu'on suit de loin sur les réseaux. Il y a toujours des props qui se font donner. Puis à chaque fois qu'on se voit, c'est souvent durant l'été parce que ils reviennent à la maison. Donc quand on se revoit durant l'été puis on va lancer des balles,
toujours plaisant, c'est toujours des histoires, on se rappelle des jeux qu'on a eus, que ce soit sur le terrain de football ou dans les résidences à Team Québec, ça a été trippant vraiment, puis avoir la chance de te faire coacher par des bons coachs justement qui viennent de partout, ben ça te donne la chance de te faire connaître. Donc, il y a certains coachs que jamais j'aurais cru revoir dans mon parcours, comme le coach Sou, quand c'était le coach des carrières à Team Québec. Puis quelques années après, ben c'est rendu mon head coach à McGill. Donc, tu vois, des fois, tu sais pas trop la vie, elle s'en va où, mais tu rejoins le même chemin, la même ligne avec certains joueurs, certains coachs. Donc, ouais, ça a été une expérience inoubliable, sérieusement, là. Puis là, tu parles justement, vous vous voyez l'été et tout. Est-ce que c'est dans le cadre de certains groupes? Est-ce que c'est avec QB Movement? Avec qui tu te retrouves là-dedans? Est-ce que c'est des pratiques organisées ou c'est juste une couple de gars, justement, une fois de temps en temps? Tu dis, hey, on va aller justement toucher du terrain un peu, on va aller juste avoir du fun à se lancer des ballons, juste se mettre dedans. Puis tu te retrouves, c'est comment ça se passe, ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est une couple de gars qui descendent. Je suis à Montréal ou je suis à Québec, je suis à Trois-Rivières. OK, ben nous autres, on s'entraîne à cette heure-là. Amène tes clés, tu amènes ton ballon, on va lancer un petit peu, on va avoir du fun. C'est vraiment juste une gang de boys qui se rassemblent, qui veulent passer du bon temps en continuant à travailler pour leur saison, puis atteindre leur but individuel à la fin de la journée. Arrive-tu, ou en tout cas, le faites-vous, et en profitez-vous pour vous échanger des trucs ici et là ou des affaires? Parce que, évidemment, si tu parles à des gars de la NCAA ou des gars qui sont allés, qui se font coacher ailleurs, des fois, tu sais, une petite affaire qu'un gars a appris et qui lui dit, hey, j'ai appris ça cette année, bang, il te montre une petite affaire, même chose pour toi. En profitez-vous pour échanger ce genre d'affaires-là? Ben oui, ça c'est constant. Les joueurs qui sont capables de se coacher entre eux, se montrer certains coaching points sur un certain skill, ça c'est vraiment on se fait tout le temps ça en fait. À chaque fois qu'on est en pratique, que ce soit tes coéquipiers ou justement des gars avec qui tu vas lancer la balle dans le parc pour le fun, on est toujours en train de vouloir devenir meilleur, puis on se donne toujours des cues. On essaye, des fois il y en a un qui va dire essaie une technique différente un petit peu quand tu lances la balle par exemple. Ouais, tu l'essayes un petit peu, tu l'aimes pas trop, tu reviens à ta technique originale. Mais juste le fait d'échanger comme ça des tips and tricks, c'est vraiment le fun. Puis des fois même, on va parler en offense, par exemple, on va parler des défensives, de certains cues, comment certains joueurs vont jouer ou comment dans leur système à eux aux États-Unis ou dans une certaine ligue différente, comment eux ils jouent. Puis après ça, ben c'est des outils qui vont toujours être utiles. Donc 100%, on se partage, on se dit des trucs. Puis à la fin de la journée, quand on se rassemble comme ça pour lancer des ballons, on veut juste s'améliorer, devenir meilleur, puis passer du bon temps à la fin de la journée. Ce genre d'affaires, après ça, tu reparles avec tes coachs, par exemple, tu as appris une nouvelle affaire, tu as pensé à une nouvelle chose. T'aimes-tu ça échanger avec tes coachs de ces affaires-là ou des fois c'est difficile parce que un coach peut avoir une façon de voir les choses, il ne veut pas nécessairement que tu arrives avec des affaires de l'extérieur. À quel point c'est facile d'avoir cette flexibilité-là, de jaser, d'échanger un petit peu de ce genre d'infos-là? Ouais, ben, je veux dire, mes coachs sont super ouverts d'esprit, puis que ça soit sur une vidéo que j'ai vue ou un TED Talk à n'importe où, ou justement un de mes coéquipiers qui m'a montré une technique, on va regarder, on va faire peut-être les pros and cons, dépendamment si ça fit notre système, si ça fit ce qu'on aime ou une technique qu'on pourrait incorporer par rapport à tes forces et tes faiblesses. Mais il y a toujours une ouverture d'esprit avec les coachs, tant qu'avec les joueurs. Puis, donc, on est tout le temps prêt à devenir meilleur. Puis si des fois, c'est un petit truc qui va t'amener au prochain niveau, ben c'est sûr, certain, tu vas le faire, puis tu vas mettre la transition sur le terrain de football, puis après ça, au jour de match. Là, évidemment, tu amènes tout ça à McGill aujourd'hui, mais on se souvient tous, justement, on en a parlé tantôt avec Nicolas, quand tu avais une chance de choisir ton université. Tu es allé à McGill. Est-ce que le choix de McGill à l'époque devenait l'évidence parce que Olivier Roy, Jonathan Sénécal, Arnaud Desjardins étaient déjà dans des spots, puis tu avais Robichaud aussi à l'époque qui était à Sherbrooke. Est-ce que ces spots-là étaient tellement établis que pour toi, McGill est devenu ton premier choix ou ça n'a pas été ton premier critère? Je peux pas croire que ce n'était pas un critère du tout, là, mais à quel point, justement, c'est devenu important cet aspect-là? Ouais, ben encore une fois, je veux dire, moi je suis un gamer, je veux pas m'asseoir derrière un certain un joueur puis rester là pendant 2 ans de temps.
moi, je veux voir le terrain, je veux jouer, puis c'est la meilleure manière de t'améliorer puis d'avoir de l'expérience, c'est de le vivre, puis justement de jouer à chaque week-end. Donc, c'est sûr, ça allait jouer un rôle dans ma décision. Mais à la fin de la journée, peu importe où j'allais, je savais que j'allais pouvoir compétitionner contre les gars. Puis, comme on parlait tantôt, avec un certain skill set, je pense qu'il y a peu de gars dans la Ligue U-Sport qui ont ce skill set-là. Donc, je pense que ça aurait amené un atout différent à une offense quelconque, qui a été McGill quand j'ai pris ma décision. Est-ce que l'option des États-Unis était là après ton stage universitaire, justement? Est-ce que tu as choisi McGill après avoir testé les États-Unis ou pas du tout? Comment ça s'est passé pour toi, cet aspect-là? Oui, ben l'aspect pour les États-Unis, ça a été un petit peu compliqué parce que, encore une fois, c'était le COVID. Ouais. Donc, on n'a pas eu des scouts qui sont venus nous voir, que justement, normalement, on a beaucoup de scouts qui viennent à Vanier, comme on a pu voir que on a envoyé certains joueurs Caroline du Nord, Syracuse, Rutgers. Donc, il y a beaucoup de gars qui sont là-bas. Donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de scouts qui puissent descendre puis venir nous voir, ça a été très, très compliqué. Puis encore une fois, aller là-bas au camp, ça a été dur aussi. Il y avait beaucoup de restrictions. C'était très cher. Donc, tu y penses 2 fois, puis après ça, tu prends tes décisions. Mais à la fin de la journée, moi, j'ai confiance que tous les chemins mènent à Rome. Donc, peu importe si tu passes par où, il va peut-être avoir une opportunité pour toi au bout du chemin. En ce sens-là, est-ce que la NFL, c'était quelque chose qui t'est passé par la tête? Est-ce que ça te passe encore par la tête? C'est-tu trop gros? Comment tu vois ça? Parce que tes carrières, ça reste une position quand même... à un moment donné, la pyramide est coincée en haut, mais l'idée, c'est, est-ce que tu as ce genre d'ambition-là de dire, tu sais, sky's the limit, puis justement, tu sais, tous les chemins mènent à Rome, fait que why not, mais où tu dis non, je regarde autrement, je regarde ailleurs. C'est quoi pour toi la NFL? Je parle de ça parce qu'évidemment, c'est le top du top, là. Ouais, c'est ça. Encore une fois, on vise le top tout le temps, peu importe. Puis avec tous les années, quand je regarde mon parcours, je me dis pourquoi pas, tu vois. Ça prend juste un coach qui croit en toi, qui donne une opportunité. Comme on peut le voir aujourd'hui avec Taylor Elgersma, puis le frère de Nathan Rourke, Curtis, je pense. Oui. Qui sont en train d'avoir des gros looks pour la NFL. Donc, à la fin de la journée, on ne sait jamais vraiment ce que le futur te réserve. Donc, ça se peut très bien que ça fonctionne. Ben, à la fin de la journée, c'est sûr qu'on est déjà au Canada, donc le côté CFL, c'est beaucoup plus atteignable. Puis encore une fois, ça reste un rêve de jeune garçon pour moi. Est-ce que c'est quand même quelque chose pour lequel tu travailles, c'est-à-dire te trouver des gens qui vont peut-être t'ouvrir des portes, parce que c'est pas tout le temps évident non plus, là, ça prend des contacts comme dans n'importe quel milieu. Est-ce que ça, c'est déjà en route, en marche, ou tu laisses les choses aller? Comment tu entrevois ça? Ben, comme on a parlé tantôt, les contacts, tu es fait au courant de ta carrière avec tes fréquentations à Team Québec, à Team Canada, certains joueurs. Tu vas faire des camps, tu rencontres certaines personnes et tu vas tu vas mieux cliquer avec certains qu'avec d'autres. Donc, honnêtement, tes contacts, tu les fais tout le temps. Quand tu penses, tu n'en fais pas, tu t'en fais vraiment. Puis, que ce soit des coachs d'autres équipes, des coachs que tu vois même pas leur face qui sont dans le bout de toute la game, mais il y a toujours un mot qui va se faire passer à quelque part. Donc, ça prend juste un gars qui believe puis qui te donne une opportunité. Puis si tu arrives préparé, moi, je mise sur moi puis je mise sur mes capacités puis de performer pour aller au prochain niveau. Qu'est-ce que tu penses, j'ouvre une parenthèse, là, qu'est-ce que tu penses de... Tu sais, il y a une je vais dire une mode, là, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais il y a une tendance, je vais le dire comme ça, à ce que des gars partent de plus en plus jeunes à aller tester ce qui se passe aux États-Unis via les prep schools. Parce que la NCAA, après le cégep, bon, OK, je le vois très bien, mais on voit de plus en plus des gars qui s'en vont finir leur secondaire aux États-Unis en se disant qu'ils vont avoir plus de visibilité là-bas. C'est parfait. C'est une super bonne option. Puis le point n'est pas de déterminer si c'est bon ou pas. Mais toi, dans ton parcours, puis dans ce que tu as croisé, dans ce que tu as vu, à quel point tu te dis peut-être que j'aurais aimé le faire avant, ou tu dis, garde, j'aurais eu le parcours que j'ai aujourd'hui. Comment tu vois ça? Ou est-ce que c'est quelque chose même que tu n'as même jamais pensé comme ça? Comment tu vois cet aspect-là? Ouais, ben les prep schools, ça a toujours été à la mode, justement, comme tu dis.
c'est un fit pour certains, c'est moins un fit pour d'autres, mais personnellement, je pense que le football au Québec, c'est le meilleur football que tu vas jouer de ta vie. Le football au cégep collégial, c'est le meilleur foot en général. Le mix du fourth down avec les règles canadiennes, puis le mix de tout ça, c'est juste le meilleur football en général. Moi, j'ai trippé jouer au cégep, puis je me vois pas être allé à un prep school quelconque pour avoir une expérience différente. Donc, je suis vraiment content avec le fait d'être resté ici. Puis certains vont jouer à un prep school, puis ils reviennent à la fin de la journée jouer universitaire ici. Donc, est-ce que ça vaut la peine de skipper le cégep? Aussi, pour l'école, c'est toujours le fun. Ça t'ouvre plusieurs horizons, plusieurs portes. Donc, tu obtiens un degree, tu vas chercher un diplôme, puis après ça, tu joues un des meilleurs footballs que tu vas jouer de ta carrière. Donc, à mon avis, c'est un no-brainer de rester ici. Puis certains, si tu as vraiment le talent et les qualités athlétiques pour, les universités américaines vont venir te repêcher, c'est sûr, certain. Parce que vous le voyez justement, puis toi, tu en as côtoyé un puis un autre, justement, des joueurs qui ont été, comme tu dis, tu as eu la période de COVID, tu es tombé dedans, fait que malheureusement, peut-être moins de recruteurs qui se promenaient, puis c'était moins évident de le faire, mais tu en as croisé en masse, puis tu en as vu, fait que tu le sais que c'est là, tu sais que ça existe. Mm-hmm. Puis les coachs au Québec, de Team Québec, notamment aussi, ont tous les contacts un peu partout, fait qu'ils arrivent à vous trouver des places. Mais je me demandais si toi, justement, avec le temps, tu as pu avoir plein de discussions avec du monde. Puis justement, McGill, il y a des gens qui viennent d'anciens prep school. Des fois, c'est des Québécois, justement, qui viennent de prep school, qui reviennent de prep school. Mais tu parles des Américains, des Canadiens anglais aussi, qui ont été joués aux États-Unis, qui reviennent. Leur expérience à eux, quand ils en parlent, est-ce que tu... La façon dont tu réponds, pour toi, le cégep, c'est comme OK, the place to be, puis c'est bien parfait. En même temps, as-tu l'impression que si tu avais à conseiller quelqu'un aujourd'hui, tu sentirais-tu, évalue les deux, c'est bon pour toi, ou franchement, tu serais un advocate, là, si je peux le dire comme ça, du système québécois? Ouais, ben clairement, il faut que tu trouves le meilleur fit pour toi. Puis certains vont voir leur meilleur fit justement à un prep school aux States, puis d'autres qui vont voir au cégep. Donc à la fin, c'est ce qui t'avantage le mieux pour ta personne, pour toi en tant qu'humain. Mais honnêtement, avec tous les gars que j'ai parlé qui sont allés jouer au prep school, ils ont adoré leur expérience. Que ce soit des chums qui sont allés à Baylor, au Tennessee, que ce soit McCallie ou n'importe quoi à Boston. Ils reviennent puis ils sont toujours ils ont toujours trippé sur cette expérience-là. Ça reste des campus écœurants, pareil. Ben oui, c'est sûr. C'est comme le American Dream un petit peu, réduit à un plus petit scale, mais encore une fois, c'est sûr et certain que c'est trippant comme expérience. Mais moi, j'ai jamais vécu, donc je pourrais pas dire qu'est-ce que j'aime le mieux, mais honnêtement, moi, je pense que le talent québécois, plus longtemps qu'on le garde au Québec, le mieux c'est. Mieux c'est pour développer les joueurs, développer les ligues, développer le football au Québec en général. 100% d'accord avec toi. Là-dessus, écoute, là, rendu à l'université, tu es là, tu as fait ton choix. À quel point ça a été tough les 2 premières saisons à McGill? Beaucoup de défaites. Puis des fois, ça se passe de manière difficile. Perdre des matchs, c'est une affaire, mais perdre des matchs, tu as l'impression... Tu devais te demander s'il y avait des solutions. Des fois, on avait l'impression que, OK, cette attaque-là, elle roule, il y a quelque chose. Ils vont faire son capable de marquer des points. D'autres fois, on avait l'impression de voir une équipe décousue et tout. Est-ce que tu as eu l'impression à un moment donné que... OK, ça va être tough pendant mes 5 ans à l'université où tu as cru, justement, comme on a vu l'an passé, un changement. Est-ce que tu sentais venir ce changement-là? Évidemment, il y a eu un changement de coaching staff, ça a eu un impact, là. Mais n'empêche, est-ce que tu sentais que McGill, c'est une équipe qui s'en venait, il y avait une amélioration là-dedans, il y avait des choses qui changeaient? Comment tu as tout vu ça? Ouais, c'est sûr que les 2 premières années, ils ont été tough. Gagner 2 matchs en 2 ans, ça a été quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Donc, ça a été dur sur le moral, puis tu te poses beaucoup de questions, autant que ça soit des questions, qu'est-ce que toi tu peux faire pour amener l'équipe à un meilleur niveau, autant que les autres, les coachs, tes coéquipiers, qu'est-ce qui se passe mal à l'intérieur de l'équipe, puis tu essaies de trouver des solutions avec ça, puis honnêtement, avec le changement, puis toute la nouvelle vague de fraîcheur qu'on a eue, ça a donné justement un spark à McGill, que c'est pas pour rien qu'on a eu 50 gars, 50 recrues cette année, puis des gros noms.
parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici, puis on s'en va tellement dans la bonne direction. Je pense que McGill va être changé à tout jamais avec la dernière année qu'on a eue, puis moving forward, ça va vraiment être une équipe différente. Qu'est-ce qui a été le plus gros changement, au-delà des noms des personnes, mais dans la façon de faire, dans la façon d'être, qui fait qu'on a, en tout cas, de mon souvenir à moi, là, évidemment, il y a des gens qui me ramèneraient à l'ordre en me parlant d'une année ou une autre, là, mais moi, c'est la shot la plus grosse de recrutement que j'ai vue, avec et qualité et quantité en même temps. Il y a tout le temps eu des bons joueurs ici et là, mais la quantité, là, en même temps, tu l'as dit, il y a 50 gars qui arrivent. Qu'est-ce qui a été le gros changement l'année passée? Parce que oui, le recrutement a suivi quelque chose, mais d'abord, il y a un changement qu'on a vu l'année passée sur le terrain. On se tentait une équipe différente. C'était quoi? C'était-tu le mindset? Est-ce que c'était un playbook plus évident à comprendre et à travailler pour vous autres? Qu'est-ce qui a été le plus gros changement qui vous a permis justement de vous refaire à peu près dans un sens? Moi, c'est un mix de pas mal tout. Genre, c'est les choses autant avec l'administration que nous, les joueurs, on gère pas, mais qui sont entrepris par les coachs, que ce soit les vestiaires, les joueurs. On a aussi un groupe de leadership avec Marge Glaude, qui est notre préparateur psychologique, on pourrait dire ça, notre préparateur psychologique, ouais. Puis c'est plein de petits changements ici et là qui ont vraiment amené le global de McGill, qu'on voit la différence sur le terrain puis à l'extérieur du terrain, mais du vibe à justement à comment les pratiques sont roulées, tout ça a été changé, puis ça a été pour le meilleur clairement, parce qu'avec le même set de joueurs qu'on avait, on a réussi à faire des choses beaucoup plus grosses qu'aux années auparavant. Donc, ouais, c'est vraiment un mix de plein d'affaires qui ont juste amené un meilleur résultat. Là, bien évidemment, le camp de printemps, on en a parlé tantôt, il s'en vient, fait que tu n'as pas le feel d'un camp de printemps encore, mais j'imagine justement, tu as lancé des balles avec quelques gars, tu as pu jaser avec une couple de gars à l'entraînement, I guess, puis qu'est-ce que ce nouveau groupe-là va amener? Tu as parlé tantôt de maturité, puis là, je pense que c'est un peu ça qu'il faut que tout le monde un peu se mette en tête, où est-ce que, oui, c'est 50 nouveaux qui ont peut-être été des vedettes, sont peut-être pas encore prêts à être des vedettes au niveau universitaire, il y a ça qui est à mettre en place, mais n'empêche, pour toi, le feeling là, de voir ces gars-là arriver, est-ce qu'il y a déjà des gars que tu dis, OK, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, le leadership que tu es capable d'apprendre aujourd'hui avec ton nombre d'années d'expérience, comment tu vois ça? Est-ce que tu vois une équipe encore meilleure l'année prochaine qui va arriver sur le terrain ou pas encore sûr, justement, parce qu'il y a peut-être plein de points d'interrogation? Ben, moi, si on fait une certaine comparaison à l'an passé, jour pour jour, ou le Spring Camp l'an passé, par exemple, à la fin de notre Spring Camp, le niveau qu'on a aujourd'hui est 1000 fois mieux. On a eu des pratiques cet hiver chaque vendredi depuis maintenant quelques semaines. On faisait des pratiques, puis juste là, tu vois le talent, tu vois que le Strength and Conditioning Program, il fonctionne pour de vrai. Les gars, ils deviennent meilleurs, ils deviennent plus forts, puis c'est vraiment la motivation de chacun qui amène. Justement, les nouveaux gars qui arrivent, ben, sont prêts à travailler autant fort que les vétérans qui sont là depuis quelques années maintenant. Puis ça, c'est vraiment motivant, autant pour nous que pour eux. Je pense que de voir plein de gars mis ensemble qui sont juste prêts à travailler tout l'été, travailler chaque jour pour être le meilleur puis devenir une meilleure équipe, que ce soit dans le gym, que ce soit à l'extérieur, sur le terrain de foot. C'est vraiment beaucoup de motivation. Puis comme tu as dit, la maturité, je pense que certains gars, ils vont se faire... je veux dire, football universitaire, ça fera beaucoup plus que football collégial. Donc, c'est vraiment un gros gap par rapport à vitesse et exécution et grosseur des gars. Mais je pense qu'avec les stats qu'on a ramenés, ça va pas être vraiment un gros problème pour ça. Dans tes 2 premières années, et je veux dire et demie l'année passée, je pense que justement, vous étiez monté à quelque part, mais qu'est-ce que tu as intégré, que tu as vu? Tu dis, OK, pourquoi notre équipe ne fonctionne pas par rapport aux autres? Est-ce que justement, tu as parlé de conditionnement physique? Est-ce que tu sentais qu'il y avait une différence entre vous autres, mettons, puis Montréal-Laval, qui sont les deux gros programmes qu'on est habitué de voir au Québec depuis tellement d'années, à être les plus dominants, puis même au Canada? Tu dis, OK, c'est quoi
la différence entre nous autres et eux? Est-ce que tu sentais que la condition physique, est-ce que tu sentais une confiance, une façon de jouer, ou c'est juste simplement une profondeur que les autres équipes, ces équipes-là réussissent à avoir, ou est-ce qu'il y a un blessé et il ramène un gars qui est aussi bon sur le terrain? Comment tu voyais ça? Y a-tu des affaires, tu disais, il nous manque ça, puis on est capable d'aller le chercher, ou il nous manque ça, puis j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Maintenant, peut-être c'est différent. C'est quoi ça, ce gap-là que vous avez peut-être, justement, vous êtes peut-être en train de rattraper? Ouais, c'est sûr que la profondeur, c'est vraiment un gros truc dans le football en général. Puis le fait d'avoir un beaucoup plus petit roster que justement Montréal et Laval, ben ça nous a affecté beaucoup. Mais je pense que c'est les petits détails dans le weight room, les petits détails aux courses, les petits détails en pratique, comment exécuter les petites choses qui ne demandent pas beaucoup de talent, mais bien les faire, puis les faire à chaque pratique, que ça soit du lundi au samedi à la game, mais les petits détails justement qui ne prennent pas de talent, bien les faire. Ça change beaucoup de dynamique, ça change beaucoup le talent sur le terrain, je pourrais dire. Ouais. Puis toi, ton rôle avec le temps, parce que justement, là, tu vas être à ta 4e année, tu vois cette cohorte de jeunes-là. Il y a d'autres gars qui sont des jeunes, mais que ça va être leur 2e année. Je pense à un Félix Joly, mettons, qui va être là, qui était là l'année passée comme recrue, va peut-être prendre un peu plus de place, bon, à voir. Mais tu sais, peut-être tes gars de ligne offensive, les gars autour de toi. Quel rôle, toi, tu sens que tu as qui est différent aujourd'hui, qui était peut-être à ta 1e puis à ta 2e année, au sens où est-ce que, oui, tu étais carrière, oui, veux pas, tu as un rôle prépondérant, mais là, avec ton expérience, avec tes attentes, comment amener ça? C'est quoi, comment je pourrais dire, comment tu sens que tu vas travailler avec ce monde-là pour justement gager le fait que tu veux gagner, tu es rendu vers la fin de ta carrière universitaire, mais qu'en même temps, tu as des jeunes là-dedans, il faut que tu les amènes comme il faut, tu ne peux pas juste leur donner un coup de pied derrière. Comment tu vas travailler là-dessus? Ouais, c'est ça. Je pense que oui, j'ai un rôle qui est assez important. J'ai toujours été un leader qui lead avec l'exemple que je projette. Donc, je pense que juste ça, ça va être un gros aspect du tout, justement, du leadership et tout. C'est juste de montrer comment bien faire les affaires, comme on a fait, quand on fait les bonnes choses, mais constamment. Donc, c'est vraiment juste, justement, de faire les bonnes choses. Puis moi, mon rôle veut pas, il va pas trop changer. Je vais pas changer ma manière de faire ou avoir une technique différente parce qu'on a beaucoup de gars qui rentrent. Je pense qu'il y a une qualité qui est très importante, c'est l'authenticité. Puis si tu es authentique avec autant des vétérans que tes rookies qui s'en viennent, tu vas scorer beaucoup de points. Puis justement, quand je me rappelle, moi, de ma première année, de voir les plus vieux, ils faisaient certaines choses qu'eux, ils faisaient bien, mais d'autres choses que, personnellement, j'aimais pas trop la manière de faire. Mais en tant que rookie, tu n'as pas nécessairement la voix pour dire ce qu'on devrait changer. Donc, je pense que, justement, en tant que leader puis 4e année, ben, tu peux vraiment amener la manière de faire les choses, comment une équipe gagnante est supposée faire. 4e année signifie recrutement à la fin de l'année, repêchage de la CFL. Il y a tout le temps le match, le East-West, qui existe, qui joue au printemps pour le repêchage de presque un an après. Tu voyais ça comment, ce match-là? Puis c'était-tu quelque chose que tu voulais faire, que tu fais pas? Comment c'est quoi pour toi, ça? Ouais, le East-West, ouais, ça a été un bowl qui a toujours été présent au Canada. C'est vraiment cool de voir le talent de l'Est affronter le talent de l'Ouest. Vraiment malade mental. Puis de jouer avec les meilleurs au Canada, excuse-moi, c'est trippant. Mais on dirait que depuis quelques années, ça a perdu un petit peu de valeur. Moins de scouts de la CFL, moins de coachs de la CFL, moins d'argent investi dans tout ça. Donc, ça joue un petit peu sur la décision que j'ai prise de ne pas me présenter. Puis aussi, le risk to reward n'est pas nécessairement valuable. Donc, je ne me voyais pas aller là-bas, me donner 2 semaines après mon camp de printemps, manquer 2 semaines peut-être à quelque part d'autre pour justement jouer une game étoile pour pas en sortir grand-chose de tout ça, à part des good memories avec certains gars. Genre. Est-ce que le cas de c'est Gaillardette, je pense, l'année passée, qui s'est blessé, le receveur du Rouge et Or, qui s'est blessé à ce match-là, justement, puis que ça a magané sa saison complète l'année passée.
Est-ce quelque chose qui a eu un impact dans ta décision? Est-ce que Ouais, 100%. 100%. Justement, comme tu as dit tantôt, j'ai un playstyle qui est un petit peu différent des autres. J'utilise beaucoup mes jambes. Donc, le contact, il vient à moi beaucoup plus rapidement que certains autres carrières qui vont rester dans la pochette, par exemple. Donc, c'est sûr que le risque pour les injuries était plus élevé? beaucoup élevé, surtout après ton camp de printemps. Ton body n'est pas à 100%, ton mental non plus. Donc, c'est souvent quand tu n'es pas à ton plein potentiel qu'il y a quelque chose, il y a un bad luck qui arrive. Donc, ça a été aussi une des raisons pourquoi j'ai décidé de ne pas y participer. Parlons-en de ça, justement, ton style de jeu qui, l'année passée, record du nombre de sacs que tu as reçus, mais tu sais, je pense pas, en tout cas, je pense pas que toi, tu vas dire ça non plus, que c'est la faute uniquement, du moins, à ta ligne offensive. Faut faire attention à tes gars. Mais la réalité, c'est que, justement, tu as un style de jeu qui amène ça. Et évidemment, les autres équipes jouent d'une manière à essayer de te contenir. Fait qu'il y a des gars dans le backfield, il y a des gars qui s'amènent, il y a des gars qui veulent contenir ton jeu de course. Tu vas garder le ballon longtemps. Veux pas, ça t'amène à être banged up un peu à la fin de la saison, probablement plus que bien d'autres gars. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu es en train de te dire, attends, ou peut-être même avec tes coachs, comment je peux limiter ça tout en gardant mon style de jeu? Comment limiter les contacts? Comment éviter justement peut-être une blessure parce qu'à force d'avoir des coups, il y a la fameuse blessure parce que c'est une malchance, tu te fais mal frapper un coup, ça c'est une affaire, ça peut arriver à n'importe qui. Mais le cumul des coups, à un moment donné, tu as un peu mal au coude, tu as un peu mal à une place, mais tu te fais frapper 10 autres fois d'ici la fin de la saison. Là, ça rajoute, ça fait que tu te guéris jamais. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu veux travailler, de changer, ou au contraire, tu dis non, je vais me remettre encore plus en forme parce que c'est mon style. Comment tu l'entrevois, toi, cet aspect-là? Ben non, clairement, tu veux pas finir la saison en chaise roulante. Là, donc, tu veux éviter de prendre les coups un maximum. Puis justement, je pense que ça vient avec mon niveau de maturité que j'ai eu durant les dernières années U-Sport. C'est que ta première année, tu veux vraiment envoyer ton message, tu veux montrer tes vraies couleurs, comment tu joues et tout. Donc là, c'est sûr que le certains petits contacts, tu vas aller les chercher, puis ça va pas trop déranger, mais plus tu viens vu, après ça, tu es comme moi, tu sais quoi, le petit contact, ça va pas être nécessaire aujourd'hui, je vais l'éviter ou quoi que ce soit. Donc, c'est juste réduire les impacts qui sont vraiment pas nécessaires, puis ça va pas changer la façon que je joue, ça va pas changer la façon de runner notre offense, mais c'est sûr que on va toujours travailler pour avoir l'avantage de notre côté. Donc, la plupart du temps, les petits coups qui accumulent à la fin de la saison, ben, ils vont en avoir beaucoup moins à chaque année. Est-ce que l'arrivée d'un gars comme Jerry Momo, puis ça n'enlève rien, tu sais, tu as un Ciccarello qui est là, tu as des bons, puis qui est ultra rapide, je pense que le monde sous-estime à quel point il est, tu sais, mais est-ce que le fait d'ajouter un Jerry Momo qui a été si bon, ou peu importe qui, là, de toute façon, on va prendre le ballon, mais justement, pouvoir donner le ballon un peu plus souvent, créer la feinte, essayer de donner le ballon un peu plus souvent, avoir plus de gens à qui passer le ballon. Est-ce que ça devient, tu sais, oui, tu as ton style, c'est une option, mais à un moment donné, de donner le ballon à plus de gars, avoir plein d'options pour donner le ballon à des gars, ça devient intéressant pour toi. Justement, notamment, ça te permet d'éviter peut-être quelques contacts, de savoir que tu as peut-être plus de targets possibles. Ah, 100%. Avoir la profondeur et du talent partout, c'est vraiment un rêve qu'un carrière peut souhaiter, que ce soit des receveurs, des running backs, une ligne offensive. Le meilleur les gars autour de toi, le meilleur ton offensive en général, le mieux c'est. Puis encore une fois, je pense qu'on va avoir une bonne distribution du ballon. Puis on est une grosse équipe de RPO, que je ne sais pas un secret, là, mais on est une grosse équipe de RPO. Puis justement, ben, en tant que défensive, ne pas savoir ce que l'offensive va faire avec plusieurs options en un seul jeu, ça va être assez dur à contenir. Donc, l'addition de certains gars, oui, mais je pense que même avec les gars qu'on avait, puis justement notre cohorte qui viennent de plus en plus vieux, donc Ciccarello, Jeffrey Amicial et tout ça, on parle de running back, qui sont avec moi dans le backfield depuis maintenant 3-4 ans, ça fait juste augmenter la distribution de ballon, puis justement, oui, ça va réduire les coûts, mais
ça va toujours donner un genre de guess. La défense vont toujours être sur leur... ils vont pas être sûrs, en fait, de qu'est-ce qui vont arriver à eux, que ce soit qu'on leur lance la balle 30 verges derrière eux, ou que ce soit qu'on fasse une course avec nos running backs, ou que ce soit qu'on lance la balle dans le flat. Les options vont tellement être grosses que ça va être dur à contenir. Là, tu perds des O-line qui étaient là. Est-ce que, à quel point c'est... je ne veux pas pitcher des mots, mais à quel point c'est stressant, ou en tout cas, c'est peut-être, comment je pourrais dire, pas angoissant, mais dans le sens où est-ce que ça amène des points d'interrogation pour un corps arrière de changer, d'avoir d'autres joueurs de ligne offensive que ceux avec qui tu es habitué de travailler, qui sont des gars, des potentiels de la CFL et tout. Fait que, tu sais, c'est des bons joueurs de foot qui quittent. Tu peux croire au talent des gars qui sont en avant, mais on le sait tous, ça prend une cohésion des gars de la O-line. Est-ce que pour toi, c'est un travail à refaire avec ces gars-là où tu les laisses travailler, tu fais tes affaires, puis c'est quoi cette liaison-là que tu peux avoir avec tes gars de ligne offensive, puis justement, quand tu as du changement, quel impact ça peut avoir? Ah ouais, c'est sûr que sur une ligne offensive, tu veux beaucoup de joueurs avec de l'expérience. Donc là, on perd notre centre, puis notre tackle, Domenico Piazza, qui va rentrer dans le draft dans quelques jours. Donc, c'est sûr et certain que je ne dirais pas angoissant parce que j'ai confiance à 100% aux gars, puis après avoir vu nos pratiques d'hiver, puis on va pouvoir avoir un meilleur assessment durant notre camp de printemps. Mais j'ai confiance à 100% avec ce que Coach Marc est en train de leur faire. Les voir travailler, ils sont tout le temps dans le gym, ils sont tout le temps dans le film room en train de travailler pour comprendre le jeu, justement. Puis, ouais, non, donc c'est pas une angoisse c'est pas ma première préoccupation, je dirais. C'est plus vraiment un niveau de confiance énorme envers les gars qui vont être devant moi, puis le coaching staff qui vont bien les former. C'est pas ta première préoccupation. C'est quoi, toi, à cette étape-ci d'une saison ou de cette saison, c'est quoi ta préoccupation? C'est sur quoi tu veux travailler le plus pour lequel tu penses que ça peut avoir le plus d'impact sur ta game et votre game, ultimement, les victoires? Ben, en fait, c'est de faire ton 1/12e. C'est vraiment ça. Ma préoccupation, c'est faire mon 12e, tout ça pour le nombre de jeux qu'on va avoir à un match, de pouvoir donner mon 1/12e, le meilleur à chaque jeu, pour ensuite que les gars autour de moi aient autant de fun puis qu'on gagne tous ensemble. Donc, c'est vraiment ça. Juste faire ton 12e, puis de put in the work on your own, ou que ce soit avec ton coach de position, ton groupe de position aussi. Il y a toujours du travail à faire. Donc, ça, c'est vraiment important pour pouvoir arriver Spring Camp et à la saison, d'avoir un niveau justement de compréhension supérieur à n'importe qui d'autre. Parmi les recrues ou les gars moins connus, c'est qui le gars qui peut-être, ou les gars qui t'impressionnent le plus? Bon, je peux comprendre que tu as probablement plus travaillé avec des receveurs de passe qu'avec des linebackers, là, fait que mais est-ce qu'il y a des gars là, qui déjà t'es vois venir et tu dis OK, ça c'est intéressant, genre de travailler avec. C'est sûr que moi j'ai dans la tête un Nathan Carignan qui a tellement bien fait au collégial D1, mais je sais qu'il y en a d'autres. Toi, à date, là, y a-tu une chimie qui est en train de se créer avec des gars ou justement des gars qui font OK, wow, OK, lui, je ne l'avais pas nécessairement vu venir, il est peut-être moins connu, mais il fait des belles choses. Honnêtement, il y a une affaire, être connu et tout dans le système collégial, c'est une affaire, mais après ça, quand tu arrives U-Sport, tu vas pas te faire traiter différemment. Tout le monde va se faire traiter du même niveau. Puis, ouais, il y a une couple de gars, justement, que c'est impressionnant de les voir aller. Puis, je pense à Sam Macera, par exemple, ou en tant que DB, Hugo Chevalier, qui vraiment, j'ai vu aller. Puis, j'étais OK, ouais, les gars, ils arrivent avec un niveau, un work ethic qui est le fun à voir. Puis, justement, c'est cool de voir une vague de fraîcheur, justement une marée de rookies qui s'en vient, puis voir une couple de gars qui ont une tête sur les épaules, qui savent où aller, comment faire comment jouer leur position. En fait, je ne sais pas qu'on ne savait pas comment jouer notre position, mais ils arrivent ici, puis ils ont justement déjà un petit niveau de plus que, par exemple, certains joueurs comme moi à ma première année, par exemple.
Est-ce que justement tu vois ça de cette. Notamment dans la cohorte, il y a plein de gars de Champlain et Knoxville. Est-ce que tu sens déjà cette camaraderie-là ou le fait qu'ils sont complices déjà, qu'ils se connaissent déjà, qu'ils ont joué ensemble, qu'ils ont pratiqué ensemble? Ça paraît-tu dans la chambre ou dans le vestiaire ou dans la salle d'entraînement d'avoir des gars, OK, c'est déjà des chums, il y a déjà quelque chose qui se passe ici. Ça va être plus facile peut-être de merger tout ce monde-là ensemble. Ouais, ça va être beaucoup plus facile, comme tu as dit, mais c'est le fun de les voir aller, de justement, tu arrives dans une nouvelle équipe, souvent c'est intimidant, c'est un nouveau setting, une nouvelle étape de ta vie. Mais justement, je pense que ces gars-là qui rentrent, il y en a certains qui jouent ensemble depuis le secondaire, qui ont joué ensemble au cégep, puis après ça, ils arrivent ici, puis ils sont encore dans le même groupe de gars. Ben, ça peut juste être mieux pour l'équipe parce que justement, ben, ils vont avoir une aisance puis une complicité qu'on ne va pas avoir à construire dès le début, tandis que c'est déjà instauré. Puis après ça, ben, c'est vraiment juste d'apprendre à connaître les gars, puis de faire des activités avec eux, de jouer au football, de s'entraîner dans la salle pour apprendre chaque gars, puis faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise dans la nouvelle équipe dans laquelle ils arrivent, c'est vraiment important, tu vois. Et là, bien évidemment, tu connais l'équipe, tu connais ton équipe, tes gars s'en viennent, mais il y a les autres équipes aussi, évidemment, que plus la saison va approcher, à un moment donné, il va falloir se préparer. C'est qui le gars qui est le plus tough à affronter de la Ligue que tu dirais là, dans U-Sport que il est sur le terrain, OK, le défi va être pour ça, tu as raison. Ça peut être un gars de D-line, ça peut être un DB, ça peut être un linebacker, justement, qui peut-être qui a une grande gueule et qui est fatigant. C'est qui est le plus tough dans la ligue que tu dirais, OK, lui il me donne un défi? Ah ouais. Ben, c'est sûr, il y en a dans toutes les équipes. Là. Il y a toujours une couple un joueur ou deux que c'est toujours le fun de jouer contre eux parce que justement, ils amènent un bon niveau de football. Donc, je pense à Harold, justement. Nous autres, on se connaissait un petit peu à cause de Son Youth, mais quand on est sur le terrain, ben, c'est pas la camaraderie, justement. Tu portes la couleur bleue, moi je porte le rouge, ben on s'en va à la guerre les deux contre. Mittal, il m'avait dit que c'était la plus grande gueule, à part lui, c'était la plus grande gueule de la Ligue. C'est encore le cas avec toi aussi, j'imagine. Ça, c'est sûr que, disons, moi et Harold, on a toujours des bons dialogues sur le terrain. Mais sinon, je pense à Coutier, à Laval. Il y a toujours des bons gars contre qui on joue. Puis justement, c'est le fun de voir le niveau de football universitaire être meilleur à chaque année. Puis voir les gars qui s'améliorent autant dans ton équipe, mais aussi dans les autres équipes. Parce que quand le niveau est le fun, puis il y a toujours un challenge, ça amène la compétition encore meilleure. Puis c'est beaucoup plus le fun durant les jours de match. Ben, l'année passée, justement, vous avez eu un gros match en fin de saison contre Laval. On en a parlé pas mal parce que, c'était toute une performance, mais on vous a vu ébranler Laval. Bon, ils sont allés gagner à la Coupe Vanier, fait que visiblement, c'était pas si mal. Mais, ou en tout cas, vous les avez réveillés, puis c'était mieux, c'était la bonne affaire. Mais il reste que c'était tout un match, c'était toute une confrontation. Et on t'a vu attaquer Jordan Lessard, le gars qui ne se fait pas trop attaquer par les corps habituellement parce qu'il est reconnu comme tellement un bon demi de coin. Ça fait-tu partie de ton ADN, si tu veux, d'attaquer ces gars-là? Ou c'est tout simplement, ben, regarde, c'était le spot que je voyais de libre, ou il était contre justement Darius Simmons, qui est ton meilleur receveur. Tu te dis, garde, mon meilleur receveur va le ballon. C'est quoi le mindset quand tu arrives contre un gars comme ça? Ben, rendu là, à chaque semaine, notre game plan, il change, right? Puis que ce soit le numéro 7 ou le numéro 10, que ce soit le numéro 3 à l'autre bord, peu importe c'est qui, on va prendre ça en considération, bien sûr, mais on va suivre notre game plan parce que, personnellement, j'ai beaucoup plus confiance à nos joueurs, à nos coachs, à notre game plan que n'importe qui va être devant nous. Donc, rendu Game Day, c'est vraiment juste d'exécuter le game plan, de faire ce que tu as à faire, ton 1-12e, comme je disais tantôt, puis ça va fructurer à la fin de la journée. Cette game-là, ça n'a pas nécessairement bien à donner. Jordan Lessard a eu 2 bons picks dans la end zone. Gros props à lui, sérieusement, ça a été 2 bons ballons, mais encore une fois, tu fais ton 1-12e, tout le monde fait leur 1-12e, le match serait terminé autrement, disons. Est-ce que
ça va te donner encore plus le goût d'aller justement prendre une forme de revanche contre le gars ou comment tu perçois ça? Parce que oui, il y a eu un bon match, il a réussi deux interceptions. Mais je me rappelle notamment d'une passe à Simmons, justement, vous l'avez battu le sort. Fait que, la question, le monde peut-être se rappelle des interceptions, mais il reste que tu t'es permis de l'attaquer aussi. Vous êtes permis de l'attaquer. C'est quelque chose que tu vas vouloir continuer de faire, attaquer les meilleurs joueurs. Comme je te dis, je comprends bien que ce n'est pas nécessairement votre game plan, il change. Ouais. Mais visiblement, vous n'avez pas peur comme groupe d'attaquer les meilleurs de l'autre côté. Donc, tu y penses-tu à ça ou dans le sens où est-ce que, OK, je suis content d'avoir battu le meilleur de l'autre bord ou d'avoir. Y a-tu un petit élément de ça qui joue? Là? Ouais, réellement, le côté individuel sur le terrain de foot, surtout contre qui tu joues, tu le prends moins en considération. C'est plus comme tu joues contre cette défense-là, par exemple, la défense de Laval, tu ne vas pas jouer contre la défense de Le Sort, par exemple. Donc, je dirais pas qu'on se force à attaquer les bons joueurs, mais on va venir te tester, c'est sûr, certain. Puis, je veux dire, c'est sûr, certain qu'on a complété des balles avec Darius sur des deep balls, comme tu as dit, que certains ne se rappellent plus, mais peu importe ce qui va se passer, les gens vont souvent toujours se rappeler des moins bons coups qu'on a faits au lieu des bons coups. Donc, honnêtement, tant qu'on va follow le game plan, c'est toujours le fun d'attaquer justement les bons joueurs, puis voir si sont prêts mentalement puis physiquement pour pas qu'ils crumble sous la pression de performer puis de se faire attaquer justement. Donc, c'est sûr et certain qu'on va continuer à prendre des shots sur certains gars qui sont les boundary corners, par exemple, qui sont un petit peu meilleurs sur leur système défensif, je dirais. Là, est-ce que vous voyez une cible un peu plus dans votre dos que vous aviez avant, dans le sens que les dernières années, bon, tu l'avais mentionné, une victoire par année, McGill était peut-être vu comme une équipe jamais à prendre à la légère, mais c'est pas une force de la Ligue. Là, l'année passée, de la manière dont les choses se sont passées, vous vous êtes positionné comme l'équipe numéro 3 de la Ligue, puis j'imagine que vous voulez être dans le top 2 aussi. Cette cible-là que vous allez peut-être avoir, ou en tout cas une préparation peut-être un peu différente, je ne sais pas comment le monde va vous, puis je comprends que vous ne contrôlez pas ça. Est-ce que ça vous amène à devoir gérer ça autrement? Tu as parlé de préparation mentale. Est-ce que c'est quelque chose qui est mentionné déjà, que la préparation va devoir être différente, que les gens vont vous voir différemment? Vos adversaires, évidemment, c'est ça qui est important, là, que ce que moi j'en dis, ça ne change rien. Mais vous autres sur le terrain ou quoi, ou comment vous vous préparez, est-ce que ça fait partie de la discussion? Moi, je pense pas qu'on va changer vraiment ce qu'on fait. Je pense qu'on est sur une bonne ligne directrice. Puis, ouais, le préparateur physique, le préparateur psychologique, c'est vraiment important. Donc, Marc Glaude, on a beaucoup travaillé avec lui l'an passé, justement, pour des moments clés qu'on fait, où ça soit autant individuel qu'en équipe. Mais non, je pense que cette cible-là, c'est plus nous qui vont nous la mettre parce que maintenant, on a un certain standard à suivre, puis on sait que on peut vraiment dépasser ce standard-là de beaucoup, justement. Puis je pense que la saison de l'an passé, c'était vraiment juste comme comment tu appelles ça, un apéritif, un avant-goût. Pas le mot qui vient à la tête, mais c'était juste un avant-goût de vraiment qu'on est capable de faire. Puis ça nous a donné beaucoup de confiance. Puis je pense que si on continue comme ça, je ne vois pas pourquoi on ne terminerait pas en première place. Excellent. Puis pour toi, est-ce que ça te met ça te fait te préparer différemment, ça te fait penser différemment le fait que dans un an d'ici, tu vas peut-être faire partie des noms qui pourraient sortir au repêchage de la Ligue canadienne. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui a un impact sur la façon dont tu te prépares? Et je comprends que jouer ta saison, tu as un game plan à suivre, tu as ces choses-là, je maîtrise bien ça, mais au niveau que ce soit de ta préparation physique à toi, de comment tu vas te comporter, tout, y a-tu des choses là-dedans que tu dis, OK, faut que je fasse attention parce que c'est mon année de repêchage? Ouais, c'est sûr que la 4e saison, c'est l'année de repêchage, donc il va y avoir peut-être un petit peu plus de yeux sur toi qu'auparavant, justement, tu vas te faire tester un petit peu, mais pas grand-chose qui vont changer à part travailler encore plus fort, travailler avec les gars pour justement qu'on s'améliore constamment en tant qu'équipe.
Donc, non, je pense pas qu'il va y avoir un certain changement dans la manière de faire. Ça a toujours été quelque chose d'imprégné en moi de travailler fort puis de justement donner mon 100%. Donc, je pense qu'en faisant ça, ben, je peux juste augmenter mes chances par rapport à ça. Là, il te reste, bon, évidemment, cette saison-là. Est-ce que c'est prévu déjà que tu joues une 5e année ou dépendamment si tu te fais repêcher, tu vas aller à un camp et tu verras qu'est-ce qui va se passer? Ou c'est peut-être même déjà décidé que tu n'en joues pas une 5e année? Est-ce que c'est quoi pour toi, ça? Il n'y a pas eu y a pas de choix qui a été fait encore. Honnêtement, on va commencer par faire la première saison, voir comment ça va se passer. Peu importe ce qui se passe après, je pense que l'important, c'est de graduer l'université en premier. Donc, c'est sûr qu'une 5e saison, c'est le fun, surtout à voir où est-ce que McGill s'en va avec les 3 années qu'on va avoir eues dans 2 ans. Je pense que ça va être quelque chose qui va être très intéressant. Avoir les rookies qui sont en 2e année, plus d'expérience partout. 3e année sous Coach Soup. Donc, il n'y a pas vraiment, je me projette pas encore à ce point-là. Les 2 options sont encore ouvertes, que je revienne pour ma 5e saison ou pas. Mais je vois ça étape par étape. Puis la première étape, ben, c'est le camp de printemps, puis la saison qui s'en vient. Donc, toutes les portes sont ouvertes encore une fois. Puis, je veux dire, gagner une vanille, ça serait malade mental. Donc, pourquoi pas une 5e saison pour gagner une vanille? Fait que là, tu es en santé, l'école va bien, tu es L'école correct? va bien, exactement, la santé est bonne, la motivation est là, on est prêt à attaquer l'été puis le camp de printemps à la bonne manière. Excellent, excellent. Ben, écoute, on va te souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, on va suivre ça de près. Puis on va regarder ça, mais très, très, très content de t'avoir reçu. Vraiment content pour vous autres de voir, content pour toi, évidemment, mais pour McGill au complet, de voir l'avenir qui semble plus rose, ou en tout cas un peu de soleil de ce côté-là. Quelque chose qu'on espérait et qu'on a l'impression de voir arriver, en espérant justement que c'était un avant-goût. Un apéritif, tiens, on va reprendre ton expression, c'est un apéritif. Là, on va voir le plat principal cette année des Redbirds. Très hâte de voir. Fait que, merci encore, super apprécié. Merci à toi, M. Marleau. Et c'est vraiment le fun de te voir aller et d'avoir les podcasts avec tous les noms qui sont là, interviewer les joueurs à chaque semaine, tout ça. Ça ramène une bonne visibilité pour le football au Québec. Merci beaucoup. Ça me fait grandement plaisir. Puis, de toute façon, le plaisir est tout à fait pour moi. J'ai un plaisir extraordinaire à vous recevoir. Fait que... Merci. À très bientôt. Salut. Allez, bonne journée. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié ça. On va y reparler à Éloi éventuellement. Je ne sais pas quand, mais vraiment, vraiment des choses intéressantes. Puis je pense qu'il y en avait encore plus à raconter. Micro fermé. Assurément qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on pourrait s'arrêter. Notamment, je vous dis ça comme ça, à quel point l'individualisme prend comment on gère l'individualisme face au collectif de nos jours, alors que l'autopromotion est tellement forte chez certaines personnes et qu'à l'inverse, un sport comme le football est tellement axé, tellement important, l'aspect collectif. Donc, des sujets intéressants qu'on aurait pu amener. On en a juste parlé après, une fois que le micro était fermé. Mais bref, un gars qu'on va retrouver parce qu'Éloi, sa carrière est loin d'être finie. Je pense que ça ne se finira pas au niveau universitaire. Il va avoir ses chances à d'autres niveaux, c'est sûr et certain. Et c'est un gars qui a assurément quelque chose à offrir. On va peut-être le voir, je ne sais pas où on va le voir, mais c'est un gars avec beaucoup de charisme, très intéressant. Un gars intelligent, un gars très sympathique. Donc, bonne chance à lui, comme je l'ai dit, mais bonne chance à lui pour cette saison. Tout comme bonne chance à tous les autres parce que on a beau dire, tranquillement, pas vite, ça s'en vient. On est la fin avril approche, les camps de printemps d'ailleurs de McGill qui va avoir lieu. Les camps de printemps aussi des équipes collégiales s'en viennent. Fait que on va commencer à sentir ça, le football qui revient pour les fans finis et je vous sais nombreux. En attendant, en fin de semaine, je vous invite à aller regarder ce qui se passe du côté du hockey masculin, féminin, chez les filles au niveau collégial. Limoilou qui pourrait mettre la main sur un autre titre provincial alors qu'elle mène 2-0 leur série face aux Cougars de Champlain-Lennoxville. On a aussi la série entre Saint-Laurent et Alma, ainsi que celle entre Sainte-Foy et Sorel-Tracy du côté des gars collégiales D1. On va suivre ça. On en parle la semaine prochaine, évidemment, avec nos chroniqueurs qui vont être de retour.
et je vous trouverai probablement un invité. Merci. Salut.